Je voudrais juste vous donner quelques nouvelles. Alors, nous avons la petite Aïssatou qui vient de Guinée, qu'on salue. Et demain, elle rentre à Georges Pompidou pour se faire opérer. Et on la salue et on l'embrasse très fort. Je voulais vous dire que dans les nouvelles de la chaîne, je rentre du Libéria où j'étais avec Nathalie de Souza. C'est un pays absolument ravagé. C'est le pays, l'avant-dernier pays au niveau de la pauvreté. Il y a 4,5 millions d'habitants. C'est le seul pays où les anesthésistes, il n'y a pas de conflit, parce qu'il n'y en a qu'un. Enfin, je dis ça, c'était dit gentiment, Catherine, tu le sais. Donc, c'est un pays sur lequel la demande est absolument considérable. Vous savez qu'ils ont été ravagés pendant 16 ans de guerre, et puis ensuite Ebola. Et je pense que nous serons amenés à en reparler ici parce que la demande est considérable. Alors, ce soir, nous accueillons Laurence de Villers. Merci infiniment d'être venue malgré les difficultés, et j'en suis désolé. C'est un sujet qui nous passionne. Il nous passionne en tant que praticien pour beaucoup en France, mais également dans nos activités au niveau de la chaîne, puisque vous savez que nous avons créé un pôle innovation. Je ne sais pas si Constanza est là. Peut-être qu'elle pourra vous dire un mot à la fin. C'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Alors, je tiens à dire que donc, vous êtes chercheur au CNRS et vous avez écrit un livre dont le titre est « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités ». C'est exactement toutes les questions qu'on voulait vous poser, parce qu'en chirurgie, vous imaginez bien que ça tape à la porte, beaucoup en neurochir, en urologie, dans d'autres spécialités. Beaucoup sont dubitatifs, certains sont des passionnés et sont certains de la voie que ça ouvre. Les questions sont multiples et c'est vraiment un sujet qui nous passionne, et je voudrais vous remercier profondément d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Slide ou pas slide, de toute façon, je vais vous parler d'IA, de robotique, et avec un peu de chance, on verra quelques exemples. Donc, je ne travaille pas directement en santé, mais je travaille quand même avec des robots assistants qui pourraient assister les personnes âgées dans la société, par exemple. Je travaille aussi sur les biais de ces algorithmes, et du coup, c'est aussi c'est très intéressant de comprendre en fait comment on va aborder ces systèmes, et surtout l'idée de complémentarité qu'on peut trouver avec les machines. Qu'est-ce qu'elles vont apporter à votre métier? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au métier de juge? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au métier, à différents métiers? Vous avez vu le tsunami, comme disent certains, de l'IA, qui est arrivé partout, mais en fait, c'est pas tellement vrai. C'est pas un tsunami, elle est déjà là depuis longtemps. Vous avez Siri dans votre poche, vous parlez à un téléphone, vous utilisez du coup aussi la traduction automatique, j'imagine. Et ça, c'est un énorme gain. Quand on va dans des pays, comme vous venez de parler de l'Afrique, vous avez des réfugiés qui viennent en France, on peut communiquer facilement grâce à ces outils. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un qui vient faire du travail chez moi, et je communique avec elle grâce à un outil. On parle deux langues différentes parce qu'elle a du mal à parler en français en étant tout à fait hébergée ici en toute l'égalité, mais elle a du mal à apprendre notre langue, et c'est vrai que rien que cet outil-là de traduction, c'est un formidable gain. Donc, ce que je vais vous raconter, en fait, c'est finalement quelle relation développer avec ces IA et nos robots. Alors, mon livre, c'était en fait l'idée de... J'ai travaillé toute ma vie en fait en intelligence artificielle, apprentissage machine et reconnaissance de la parole, système de dialogue. Donc moi, je suis sur non pas sur le robot matériel, mais sur le software que l'on va mettre dans un robot pour qu'il perçoive son environnement, qu'il prenne des décisions et qu'il décide d'action. Et ces robots, tels qu'on les imagine autour de nous, ils font assez peur. Donc, quelle relation on va développer avec eux? Donc, c'est plus... J'ai écrit ce livre parce que je trouvais qu'on pouvait manipuler énormément les patients. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que, du coup, les concepteurs ne soient pas aussi concernés. L'éthique, ce n'est pas quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qu'on va concevoir pendant qu'on est en train de designer ces systèmes en pluridisciplinarité. Donc, si on fait des choses sur la santé avec des médecins, avec des psychiatres, avec des neuroscientifiques. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces aspects pluridisciplinaires. Donc, de facto, je pense que c'est essentiel de concevoir des outils qu'on va maîtriser. Et
Il se trouve qu'on fantasme énormément. Ce que vous voyez arriver dans les médias ne correspondent pas du tout à l'état de l'art de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas dit qu'on ne savait rien faire en intelligence artificielle. Je dis juste que les fantasmes sont une part énorme. Pourquoi on fantasme? Parce qu'on a des mythes de Frankenstein, donc la machine qui devient un peu en capacité de faire des choses qui sont normalement dédiées à l'homme, eh bien on fantasme, elle devient très, très intelligente. Si vous avez vu Sophia de Hanson Robotics, c'est un robot qui a été faire un discours à l'ONU, donc les politiques l'écoutent. En Arabie Saoudite, il est citoyenne, hein, puisque c'est censé être une femme, représenter une femme. Et ce robot ne comprend rien. Donc il est capable de synthétiser de la parole, de synthétiser des choses, il est prescripté, mais il ne comprend absolument pas ce qu'il dit. Ni il a une intention quelconque autre que celle qui est son concepteur, qui a mis en fait un programme pour le faire parler. Et donc, se retrouver devant des systèmes comme cela est extrêmement gênant, je trouve, parce que du coup, on a une non-compréhension de l'état de l'art du système. On sait bien synthétiser, c'est-à-dire on sait bien faire la transformation de l'écrit en parole, synthèse de la parole. On sait bien faire des systèmes scriptés de dialogue. On sait faire des choses aussi plus abouties. Quand vous voyez Siri répondre en allant questionner Wikipédia, par exemple, sur certaines réponses, mais on ne sait pas dialoguer, converser. Ce sont des vrais sujets encore de recherche. On n'est pas encore si avancé que ça. Tout simplement parce que la machine ne comprend pas, et ne comprend pas le sens commun. Et dans une réalité qui a toute sa difficulté à appréhender, eh bien, ça n'a rien à voir avec un jeu de Go. C'est ça que je vais vous expliquer, en gros. C'est qu'on peut imaginer des techniques très performantes, mais sur des cadres finis, où les frontières sont bien décrites. Et puis, qu'est-ce qui nous emmène là-dedans? Eh bien, ce sont tous ces films. Real Humans, où vous avez vu des séries télévisées avec des robots auprès des personnes, que ce soit des enfants, ou aide aux personnes âgées, ou un robot sexuel, tout ça est déjà dit. C'est un peu qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire une voix qui vous parle avec des intentions, avec une inflexivité émotionnelle, etc. C'est ce qu'on voit dans ce film. À ce moment-là, il bascule dans le film parce qu'il y a un moment où l'homme dit à la machine, moi je suis amoureux, la machine dit, moi aussi, mais comme les 3000 ou X milliers de personnes avec qui elle est connectée. Donc nous sommes singuliers, nous humains, et par les machines, on recopie en fait des capacités humaines qu'on peut multiplier. Du coup, c'est très très différent. Il faut bien avoir ceci en tête, mais c'est vrai que l'IA est dans nos téléphones, dans nos voitures, dans ces chatbots qui sont les agents conversationnels dont je viens de parler, dans les robots, bientôt dans notre monde, hein, tout le monde de l'IoT, de l'Internet of Things, c'est-à-dire des objets connectés, va être rapidement en acquisition aussi d'informations de notre part de type perceptive. Et puis, pourquoi pas le frigo aussi, qui pourra dire, voilà ce que j'ai à l'intérieur, ce que je peux faire à manger, et puis donner des ordres à d'autres systèmes connectés au frigo pour dire, allez acheter ça, ou prévenir la dame que... Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc tous ces logiciels d'IA qui peuvent percevoir, raisonner, être doués d'action, ils sont autour de nous. Et ils vont arriver sur nos objets, sur les habitats, et devenir de plus en plus intelligents. Que veut dire intelligence pour une machine? C'est ça qu'il faut que je vous décrive. De plus en plus autonome. On va aussi parler de l'autonomie. En général, on utilise des mots qu'on utilise pour autre chose. Hein. Une machine autonome, c'est pas un être autonome. Bavard, c'est parce qu'ils peuvent parler, interagir et essayer de nous comprendre. Émotionnel, c'est mon sujet de recherche. Depuis les années 2000, je travaille sur ce qu'on appelle l'affective computing, dont je vais parler ici, qui vient des technologies développées au départ au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, et dont je vais vous parler ici. Et peut-être, d'une certaine manière, ces machines sont créatives. Et il faut comprendre, en fait, le niveau de cette créativité pour bien l'utiliser dans tous nos métiers. Donc, quelques définitions, mais je pense que vous êtes tous aguerris sans doute, mais je les reprends quand même, sait-on jamais. Un algorithme, donc c'est une suite finie non ambiguë d'opérations permettant de résoudre un problème pour arriver à un résultat. Je fais une mousse au chocolat, c'est pas numérique, mais c'est un algorithme. Je fais un tricot, c'est un algorithme. Donc arrêtons de penser que l'algorithme, c'est quelque chose d'incroyable. On fait des preuves mathématiques avec des algorithmes sur papier. Bon, dans le numérique, c'est pareil, on code les différentes actions. Un automate. Alors la plupart des robots qu'on connaît déjà, qui sont ces robots qui font de la peinture, par exemple, dans les chaînes de montage de Renault, ce sont des automates. C'est-à-dire qu'ils ont été entraînés pour faire une succession d'actions bien déterminées. Rien n'est aléatoire, rien n'est intelligent quelque part. Il prend un pinceau, il la trempe, il fait ci, enfin, je ne sais pas comment il fait exactement, mais en tout cas, c'est une série d'actions qui se succèdent.
et le système fait toujours la même chose. Donc dans les années 50, 60, apparaît l'intelligence artificielle. Bon, alors, faire savant, c'est dire c'est un oxymore, puisque l'intelligence et l'artifice, c'est pas la même chose. Oublions ces côtés-là. C'est un ensemble de théories et de techniques qui sont mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler, et c'est ça le mot important, des capacités cognitives. Et le concept qu'on entend partout, là, qui fait très peur, c'est le concept d'intelligence artificielle forte. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle forte? C'est faire référence à une machine qui serait capable donc de produire un comportement intelligent et d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, réflexivité, conscience de ce qu'on est en train de faire, raisonner sur cela, de vrais sentiments et une compréhension de ses propres raisonnements. Donc tout ça n'est pas du tout l'état de l'art, même si une machine est capable de dire vous êtes formidable, ou je vous aime, ou je suis triste pour vous, elle ne ressent ni émotion, ni sentiment, ni rien du tout, et à peine si elle comprend de quoi il est question. On peut faire une machine diplômée de médecine, c'est ce qu'on a fait en Chine, au Japon, et pour autant, elle ne comprendra pas, elle ne sera pas capable de raisonner autrement que sur ce qu'elle trouvera dans les définitions dans les livres. C'est-à-dire que, par exemple, le doute, vous dites à une machine, qu'est-ce que c'est que douter? Elle va sortir toutes les définitions philosophiques du doute. Mais vous dites, et toi, tu doutes? Pour peu qu'il y ait effectivement un humain un peu malin, elle va dire, oh, bah, toujours. En général, quand on ne sait pas répondre avec une machine, comme dans ELISA, qui était le premier système, qui était un système de dialogue qui répondait aux humains, quand elle ne comprenait pas, elle disait « je vous comprends ». Donc, en fait, l'humain qui est en face de ces machines fait la moitié du travail, je dirais. Donc, on essaie de faire des systèmes qui comprennent et répondent, mais c'est limité. Mais les humains projettent sur ces machines des capacités bien plus performantes qu'elles n'ont. Et cette capacité d'anthropomorphisation de la machine, c'est des problématiques qu'on a maintenant. Et donc, on entend les psychiatres dire « oh là là, attention, ces machines qui vous font penser que… » C'est vrai, les gens se comportent bizarrement devant ces machines qui ne sont pas du tout au niveau qui est prétendu. Alors, quand les concepteurs des machines jouent le même jeu pour avoir de l'argent et que les chercheurs jouent le même jeu pour être financés dans les projets de recherche, on barbote largement sur quel est le vrai niveau de technologie de tout ça. Donc, c'est pour ça que je viens vous voir, pour essayer de rétablir un niveau un peu… comment dire, raisonnable de cette intelligence artificielle. Alors le robot, ce terme robot, il vient de la science-fiction, de l'auteur Karel Čapek, qui est tchèque. Robota en tchèque, ça veut dire esclave, serviteur. Voilà. Donc le robot contient, d'abord, normalement, pour les puristes qui font de la robotique, un robot, c'est une machine qui bouge. Et vous trouverez des robots qui ne bougent pas. Bon, en médecine, vous avez ces robots extrêmement intéressants pour opérer. Ils ne sont pas autonomes. C'est vous, c'est un médecin, un chirurgien qui le manipule. Par contre, on déploie 6 bras et donc on comprend bien l'intérêt. On est très précis, on peut zoomer sur le tissu. Donc on comprend bien aussi l'intérêt énorme de faire cela. On peut le faire à distance. C'est aussi incroyable dans des endroits où il n'y a pas le même objet. Après, il faut se méfier aussi de vouloir trop faire de choses avec ces systèmes. Mais je pense qu'il faut imaginer aussi tous les bienfaits, et vous le savez mieux que moi, en tout cas, pour opérer, ces machines sont plus précises. On voit des rétablissements de malades qui vont plus vite, parce que l'opération a pris moins de temps. C'est des gains, ça. Donc le robot, c'est 3 choses au minimum. C'est d'abord, on dit toujours robotique IA. Alors qu'est-ce que c'est l'amalgame de tout ça? Dans un robot, qui est une chose qui va bouger, on va mettre des logiciels d'intelligence artificielle. D'accord? Donc le robot embarque des modules d'intelligence artificielle. Il y a 3 éléments minimum qu'on va mettre dans un robot qui définissent le robot. Comme j'ai dit tout à l'heure, il perçoit, avec des capteurs dans l'environnement. Il a des processeurs qui analysent ce qui a été recueilli et qui trouvent des solutions, raisonnent autour de ça. Et puis, il est capable de faire des actions dans notre environnement 3D. Et en plus, il peut avoir la possibilité donc de dialoguer, qui est mon sujet de recherche, et de détecter des expressions émotionnelles, de simuler l'humour, ce que je fais faire aussi à des étudiants. Il y a une étudiante qui a fait une thèse en humour machine, et de simuler l'empathie. Et surtout, il est capable d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage machine? C'est aussi un sujet extrêmement complexe. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est avant tout une discipline scientifique qui regroupe donc toutes ces théories et qui permet de mieux comprendre l'humain aussi, l'intelligence humaine. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut se dire qu'on va aussi augmenter nos connaissances sur l'humain. Évidemment, il faut continuer à faire de la médecine et des neurosciences pour comprendre ce qu'on est en train de faire.
Et on essaye donc de modéliser et de créer des machines capables de certaines de nos capacités. La première vague d'IA, pour revenir à ce qu'est l'humain par rapport à la machine, ce sont des systèmes experts. Elle culmine dans les années 90. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des experts, des médecins, en éducation, en transport, prenez n'importe quel domaine où il y a de l'IA. Ce sont des experts qui créent des règles. Donc évidemment, la machine va développer cette succession de règles. Donc on peut dire qu'elle est loyale, elle suit les règles. Et puis, elle est transparente. Et puis, elle est explicable, puisqu'on peut voir l'enchaînement de règles qui a été choisi pour arriver du signal, par exemple, à une solution. Si je veux reconnaître des chats et des chiens, eh ben, je mets une image de chat, et puis l'expert a dit, le chat, il a des oreilles pointues, il fait ci, il fait ça, hop, hop, hop. J'ai tout l'ensemble de règles, et j'arrive il a trouvé que c'était un chat. Okay. Deuxième grande vague, on se dit, plus intéressant que ça, on ne sait pas tout spécifier. Par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un cancer sur une image IRM ou je ne sais quoi, c'est pas facile de spécifier. Comment pourrait-on faire autrement? Eh bien, il y a tout un nouvel ensemble d'algorithmes qui est créé et qui va travailler sur l'apprentissage statistique. À partir de là, on a plusieurs catégories d'algorithmes et beaucoup qui vont, à partir des données qu'on va donner à la machine, va créer des règles qui ressemblent à ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que ce sont des règles créées par des machines, mais on peut les lire. Elles sont explicables, lisibles. Maintenant, si je passe à l'autre grande partie qui est en ce moment qui culmine avec le deep learning, ce sont les réseaux de neurones, soi-disant en mimétisme par rapport à ce qu'on fait dans notre cerveau avec des cellules nerveuses. Donc, ce serait pas à vous que je vais dire que c'est pas la même chose. Donc, quand on utilise les réseaux de neurones, ce que j'ai fait moi pour ma thèse en 92, pour faire de la reconnaissance de la parole, ce sont des concepts qui sont très très anciens. Le fameux Yann Lequin est déjà l'initiateur en fait de la formidable performance qu'on avait quand j'en ai fait en 92. Il avait inventé l'algorithme dit de rétropropagation du gradient. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, d'apprentissage. Comment on apprend dans un système neuronal, c'est grâce à Yann Lequin qu'on a pu faire beaucoup de nouveaux systèmes qui semblaient marcher. Mais à l'époque, on n'avait pas la puissance de calcul pour les faire fonctionner vraiment. Moi, j'avais un système qui reconnaissait, je partais du signal audio, avec une extraction de transformation de Fourier, vous connaissez, et j'arrivais aux phonèmes, aux 36 phonèmes de notre langue, et avec un corpus qui venait de l'armée américaine, parce qu'on essayait toujours d'évaluer sur des corpus qu'on partageait dans la communauté internationale, ça mettait 1 mois sur un VAX. Donc vous voyez, un VAX, c'est un vieux bidule d'ordinateur, mais en tout cas, c'était pas du tout performant. L'apprentissage était très long, par essai-erreur, petit bout par petit bout, on modifiait ses poids à l'intérieur du réseau pour arriver à quelque chose d'à peu près stable, qui était capable de prédire, de généraliser, si vous voulez, grâce à l'ensemble des données, une espèce d'approximation de la fonction que je voulais faire découvrir à mon système. Donc, on n'en est plus là, puisqu'on a maintenant des processeurs qui marchent incroyablement mieux, et c'est grâce à cette puissance de calcul, principalement, qu'on arrive à avoir des performances très haut niveau. Vous me direz, c'est aussi à cause des données, on vous dit c'est le pétrole, tout ça, moi ça m'amuse beaucoup parce que les données, le pétrole, moi j'en manipule depuis 30 ans et au début on me disait ah c'est sale, c'est des données, hein, c'est pas noble. La noblesse c'était de faire des algorithmes. Et maintenant c'est le pétrole, c'est super, on a changé le prisme de tout ça. De la même façon, les mathématiciens très bons s'intéressent à ces systèmes statistiques, c'était pas très noble non plus au niveau des mathématiques. La statistique n'a jamais eu vent en poupe, hein, c'était un peu le parent, un peu le probabilité. Et la statistique, ce n'était pas les mathématiques nobles. Bref, à l'heure actuelle, on est sur des systèmes qui marchent très bien, mais qui marchent sans comprendre. Quand on fait du deep learning, la machine ne comprend absolument rien de ce qu'elle est en train de faire. Du coup, l'humain est nécessaire pour l'utiliser, absolument nécessaire. Et les chercheurs sont en train d'essayer de munir la troisième vague dont je parle, c'est qu'est-ce que le contexte, qu'est-ce que c'est le sens commun pour apprendre la machine, et puis surtout, comment elle pourrait être plus transparente, plus explicable, plus loyale. Et on parle de l'éthique de ces systèmes. Alors les machines, elles n'ont pas d'éthique, hein. C'est l'éthique des humains qui conçoivent ces systèmes, on est bien d'accord. J'ai juste un schéma pour vous montrer le neurone formel, hein, qui date de 1943. En bas, on a à droite, ici, là, on a le fameux automate qui représente un neurone. Bon, donc un noyau reçoit par les dendrites une activation via des systèmes qui sont chimiques et électriques. Bref, l'information arrive au centre du noyau, que j'ai symbolisé ici par le même rond, et puis j'ai une somme qui somme les activités arrivant.
Et ensuite, j'ai une fonction de transfert qui est le phi, là, qui est la fonction d'activation, qui va décider de transférer ou pas l'activation arrivée et qui est sommée dans le noyau. Et donc cette fonction d'activation, si prends la plus simple, c'est une fonction en escalier. Si ça est supérieur à un certain seuil, tac, ça diffuse. Ça diffuse le long de l'axone pour le neurone qui est formel, qui est vivant, et le neurone formel, ça envoie un lien qui est connecté avec d'autres neurones. En gros, sur le schéma là à côté, tous les fils bleus là sont des axones. Et sur chaque fil bleu, il y a un paramètre qui me permet d'apprendre. Donc on connaît tous la loi de Hebb, c'est-à-dire le fait que dans le cerveau, on apprend tout le temps, et il y a cette faculté de modifier les connexions entre les cellules nerveuses, et toute la représentation de sens est donc distribuée à travers les poids qui sont portés sur ces fils bleus. Donc en fait, j'ai des matrices de chiffres. Donc aller faire ça, lire ça à quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit que c'est une boîte noire. On a beau arriver à passer une image au départ, comme par exemple une jeune femme, là, et dire à la fin, voilà, c'est un tel. Ce qui s'est passé au milieu, là, c'est très compliqué. Encore, en image, on arrive à trouver, si je prends les chats et les lions, je vais trouver une pointe d'oreille, une moustache, hein, quelque chose qui doit ressembler à quelque chose de perceptif. Mais pour beaucoup, ça ne veut rien dire pour nous. Elle apprend très différemment de nous, la machine. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, quand je propage l'activité, quand je suis en phase d'apprentissage de ce genre de système, je monte des images, je propage, je donne une étiquette à la fin, je calcule une erreur par rapport à ce que la machine a prédit, et l'erreur est redistribuée, c'est ça l'algorithme de rétropropagation du gradient de Yann Lequin, est redistribuée sur toutes les flèches bleues pour changer les paramètres, pour que la prochaine fois que je représente le même échantillon, elle soit meilleure, la machine, pour trouver la bonne solution. Et donc je fais ça un nombre de fois incroyablement long. C'est pour ça que ma machine, elle moulinait pendant un mois. Et donc, à l'heure actuelle, on fait ça en rien de temps. Et donc, j'utilise ce genre de système pour faire des réseaux de neurones appliqués aux émotions, en disant, je prends un signal audio, par exemple, et puis ce signal, il est représenté par un certain nombre de facteurs, où je prends directement le signal temporel, ou le signal avec sa représentation fréquentielle, et je vais mettre en sortie que c'est plutôt de la colère, de la joie ou de la tristesse, suivant des corpus que j'ai obtenus de voix, le plus possible de voix naturelles, et qui ont été étiquetés par des humains. Donc vous voyez là, l'humain il est toujours là, mais maintenant il étiquette les données. C'est là où est l'expertise de l'humain. Alors, si je reprends maintenant la difficulté de ces réseaux, on crée des réseaux comme cela, mais sont-ils stables? C'est-à-dire, est-ce que je peux toujours leur faire confiance, même s'ils ont 95% de bonne détection par rapport à mon échantillon que j'utilise? Eh bien, il faut se méfier. Prenons un exemple tout à fait autre que quelque chose de réaliste. Je vais reprendre les lions et les chats, par exemple. Il est possible, par exemple, que si j'ai entraîné le système à reconnaître des lions, par exemple, que je lui montre juste une savane sans lion, et il me dit c'est un lion. Pourquoi? Parce qu'il a appris toute l'image. Et dans la plupart des images que je vais présenter, le lion est dans son biotope, il est dans la savane, on va dire. Caricature. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui détourne le lion, à moins que j'ai utilisé un programme spécifique. Donc ça veut dire qu'il faut calibrer les données en entrée et vérifier qu'elles ont une diversité suffisante pour ne pas apprendre autre chose que ce qu'on pensait apprendre. Premier biais. Deuxième biais, je prends le même lion, le pauvre, je lui enlève les pixels d'un œil. Je mets que des pixels blancs. Et ben, il risque de ne pas être reconnu. On va peut-être dire c'est l'autre catégorie, parce qu'il ne représente rien de naturel. Il n'a pas un œil blanc, de pixels blancs, dans la nature des lions. Par exemple, si je prends tout un tas d'images, je ne trouverai pas ça. Donc, il y a des biais qui ne sont pas du tout les nôtres. Et c'est ça qui est compliqué avec ces machines. Elles apprennent d'une certaine manière. Donc, effectivement, ces liens vont apprendre des choses, mais très différentes de nous. Et il faut apprendre comment elles apprennent. Ces concepts-là sont fondamentaux pour nous tous. Surtout pour les médecins qui auront de plus en plus à les utiliser pour extraire des informations sur des maladies ou des informations sur des grandes quantités de données sociétales autour d'une maladie, etc. Il faut arriver à comprendre quand est-ce qu'elle marche bien, quand est-ce qu'elle ne marche pas bien. C'est ça la complémentarité qu'il va y avoir. Alors je donne un exemple très simple. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu que la classe est utile. Perceptivement, je dis toujours, moi, la machine est meilleure que moi pour écouter. Bah oui, j'entends pas les infrasons, j'entends pas les ultrasons. Hein. Je fais de l'audio, il y a des gammes imperceptibles, la machine, elle entend. Plus je deviens âgé, plus j'entendrai moins bien et la machine pourra toujours me rendre ces services-là.
Je pense que dans les images aussi, et dans les micro-mouvements, elle peut déceler des choses qu'on ne voit pas, que notre œil ne peut pas voir. Et donc, dans cet aspect perceptif, elle peut être meilleure que nous. L'autre façon d'être meilleure que nous, c'est dans ce que je montrerai un peu après, dans AlphaGo. Pourquoi c'est meilleur que nous aussi? Bon, parce que ça réfléchit à plus loin que nous. Alors, dans l'affective computing dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y a la détection des émotions, la compréhension et le raisonnement avec ces informations émotionnelles et la génération des émotions. Alors, il faut bien comprendre que c'est très différent. C'est donc deux intelligences. Et là, j'ai pris le jeu de Go d'un côté et puis une pomme de l'autre. C'est pas pour dire Apple, hein, c'est une pomme. Donc, le goût de la pomme, la machine ne saura jamais ce que c'est. À moins qu'on lui mette un système capable, avec des papilles, de dire, ah tata, là, peut-être que c'est un goût de pomme. Elle aura toujours le goût de pomme encyclopédique, c'est-à-dire goût amer, sucré, machin, enfin bon, une description de livre, mais pas une sensation. C'est ça qui manque dans toutes ces machines, il n'y a pas de corps, c'est vraiment, on est sur une modélisation du cerveau et de la conscience et du substrat à la conscience qu'on ne sait pas du tout, de la pensée, qu'on ne sait pas du tout encore suffisamment décrire. Si je regarde les derniers livres de Lionel Nakache et d'autres neuroscientifiques, ils disent, bon, grosse erreur qu'on a fait, effectivement, on pensait qu'on avait des ressources dans notre cerveau qu'on n'utilisait pas, point du tout, c'est qu'on n'est pas conscient de la majeure partie de ce que fait notre cerveau. On n'est pas conscient non plus que certains de nos organes sont autonomes. On n'a aucun lien de décision par rapport à ces organes. Bon, donc cette intelligence est très différente. Elle ressent, elle perçoit, elle a des désirs et des plaisirs. Et ça, c'est le conatus aussi. On est là parce qu'on a cette espèce d'équilibre interne lié à la douleur, au plaisir, etc. Ça n'existe pas dans ces machines. Donc oublions tout de suite qu'elles puissent avoir ça. Alors, est-ce qu'elles pourront un jour basculer et avoir la même chose? Je ne pense pas. Elles peuvent devenir plus intelligentes qu'elles ne sont avec toutes les données qui sont connectées, mais elles ne seront pas d'une intelligence humaine. Arrêtons de dire des choses comme ça, à moins qu'on fasse pousser des neurones vivants au sein de ces machines. Ce qui est un autre souci. Le cyborg, qui serait une action de lier et de faire se connecter des cellules vivantes et non vivantes, il y a des expériences là-dessus. On sait aussi qu'on fait pousser des neurones dans des boîtes de pétri et qu'elles fonctionnent avec des activités qu'on ne sait pas toujours comprendre. Donc, voilà, il y a tout un terreau intéressant là-dessus. Qu'est-ce que l'intelligence d'AlphaGo? AlphaGo 0, si vous avez entendu. Bien, c'est une machine qui a appris dans la première partie avec plein de parties de joueurs de champions et qui a été capable finalement de battre 4 champions de Go. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Fanui, qui était un jeune champion aussi de Go, qui travaillait pour Google DeepMind. Donc lui, il a travaillé avec les ingénieurs pour optimiser la machine, qui est rusée cette machine, parce qu'avec ses algorithmes de deep learning, et puis un autre type d'algorithme qui s'appelle l'algorithme de renforcement, dont je vais vous parler aussi, qui est un algorithme qui n'apprend pas à partir de sorties désirées, c'est-à-dire on ne lui dit pas « fais comme si » ou « regarde, apprends cette image », on lui donne des récompenses. Et si la machine va dans le sens d'une récompense, elle va amplifier cette façon de jouer. Et c'est à partir d'algorithmes assez performants et assez malins qu'on a réussi à faire ça. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que ce jeune joueur de Go a eu l'occasion de regarder les parties magiques. On a dit dans la presse, il y avait des parties dignes de Dieu, ou je sais pas quoi, enfin, qui étaient hors du propos qu'un humain ne pouvait pas trouver. Toujours gênant, ça. Donc, lui, il a regardé les logs. Les logs, ce sont les traces informatiques de ce système. Et il m'a dit, bon, ce qu'il a, c'est qu'il développe beaucoup plus que moi, je suis capable de faire. Alors, vous avez tous joué aux échecs. Quand on fait 10 coups d'avance, on est très fort, déjà. Donc, j'ai dit, bon, à combien de coups, vous arrivez à anticiper avec le jeu de Go? Le jeu de Go, c'est plus simple que les échecs, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de possibilités. Il faut raisonner en local. Et au-dessus, je ne vais pas vous apprendre à jouer au jeu de Go. Je pense que pour certains, vous le savez très bien. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'il m'a dit que dans les traces qu'il avait vues, la machine allait plus loin que lui. Elle allait à 63 coups d'anticipation avec une entrée très large de possibilités. Je lui ai dit, mais vous faites quoi? Il m'a dit, moi, peu de cas et 50 anticipations, ce qui est énorme. Donc, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait comme étude pour faire ça. Il m'a dit du Go. Donc, il a été repéré en Chine très jeune et il a joué au Go 7 sur 7, 24-24. Mais il m'a dit, mais par contre, moi, je n'ai pas vu autant de parties que la machine, qui est pourtant plus jeune que moi. Donc,
Si on compare la capacité d'énergie qu'il a fallu, le nombre d'ingénieurs qui ont fait cette machine, le nombre de parties qu'elle a vues, et même après, quand elle est toute seule en train de faire ses parties dans AlphaGo 0, elle arrive à gagner aussi contre les humains, elle a une puissance de frappe qui n'est pas comparable à l'humain. C'est comme si vous preniez une Jaguar qui sort d'une usine fantastique avec plein d'ingénieurs, puis de l'autre côté, un champion de course à pied. Voilà, bon, le pauvre humain qui est en train de courir n'est pas... c'est pas la bonne façon de comparer. Mais ceci dit, ça a alerté tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ça y est, les machines deviennent intelligentes. C'est-à-dire, je sais pas, quand on faisait un CV de mon temps, on mettait « joue aux échecs » ou au Go. Ça est arrivé dans les années 70, le Go. Et ben, c'est vrai que de voir des machines capables de faire ça, c'est génial. Donc il faut profiter de cet aspect créatif de la machine, et moi j'appelle ça de la créativité laborieuse. J'en reparlerai pour l'art. Alors, la conscience. La conscience, on parle de conscience artificielle. La conscience, c'est plein de choses différentes. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. C'est plein de niveaux différents. Donc vouloir recopier l'intelligence de l'homme sur une machine, c'est très narcissique parce qu'on ne connaît pas grand-chose déjà. On ne connaît pas le substrat de la pensée, donc je viens de vous dire tout ça. Et ce terme de conscience, il veut dire la conscience de soi, la conscience pour les autres, du prochain, la conscience phénoménale, la conscience morale. On voit bien qu'il y a tout un tas de niveaux qui ne sont pas accessibles à la machine. Donc si on peut lui donner une certaine conscience, c'est une conscience par exemple de son périmètre. Si c'est une machine qui se déplace, elle ne va pas vous heurter direct, elle a intérêt. Elle va respecter l'environnement. Et puis, on peut imaginer lui donner la capacité d'enregistrer tout ce qu'elle a vu dans la journée et de raisonner sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a enregistré. Et du coup, d'être plus intéressante. Donc elle n'a pas d'appétit de vie, comme Spinoza le montre bien. Mais par contre, elle est quand même capable de découvrir des choses dans les données. Ah, première chose, elle ne voit, elle n'interprète que des données qui sont passées. D'accord ? Et quand on a des bases de données, ce sont des données qui ont été constituées. Donc elle raisonne sur du passé. Première chose à comprendre. Ensuite, c'est assez facile de trouver des exemples dans l'histoire, Galilée ou d'autres savants qui montrent qu'ils ne sont pas du tout servis de données pour arriver à découvrir des théorèmes en physique ou d'autres choses. Donc il ne faut pas oublier, hein, même si on vous répète maintenant les données font tout et c'est génial et tout ça, que nous avons des capacités de conceptualisation qu'a pas la machine. On est capable de savoir quand on trouve quelque chose alors que la machine n'en est pas capable. Il faut des humains pour trouver ce que la machine fait d'intéressant. La sérendipité, qui est le don de faire ses trouvailles, reste très humaine. Même si le hasard fait que la machine va arriver à trouver une conjoncture qui est intéressante, il n'est pas du tout sûr qu'elle se rende compte en fait, de ce qu'elle est en train de faire. Du coup, on a quand même beaucoup d'avance dans la créativité, dans l'intentionnalité, dans tout ça, qui font que, voilà, la machine super intelligente, j'espère que vous n'êtes pas parmi les gens qui pensaient ça. L'influence des émotions est phénoménale dans notre vie. Elles sont à tous les niveaux, nécessaires pour l'expressivité, nécessaires pour la perception, l'attention, la mémoire, la prise de décision. Et moi, je fais partie des gens qui sont plutôt dans le courant de Antonio Damasio, par exemple, pour comprendre effectivement l'importance de tout ce qui est phénoménal, tout ce qui est lié à la compréhension de l'émotion dans son corps. Donc, la modulation de l'émotion, le fait qu'on supprime des souvenirs ou pas. Donc, cette intelligence artificielle dont on parle est sûrement de deux sortes, intellectuelle et émotionnelle. Et je ne vais pas vous faire un cours de médecine là-dessus. On parle beaucoup du QI, principalement dans les écrits de Laurent Alexandre. Le QI, c'est un test psychométrique qui fournit quelques indications quantitatives standardisées de l'intelligence humaine. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est très adapté culturellement, j'espère. En tout cas, le quotient émotionnel commence à être utilisé pour recruter des gens à des postes de dirigeants. Et le quotient émotionnel, c'est quelque chose qu'on cherche. On cherche à trouver les dimensions autour de la connaissance de soi, la maîtrise de ses émotions, l'automotivation, la perception des émotions d'autrui, l'empathie, la maîtrise des relations humaines. Alors même si l'intelligence artificielle actuelle est faible, demain nous sommes, et déjà aujourd'hui, nous sommes connectés. Nous sommes tous connectés, sauf mon GPS qui ne voulait pas me connecter au nom de la rue. Mais après, on est tous connectés. Je n'ai pas mon portable. Donc le portable parle avec l'ordinateur, qui parle avec mon robot personnel, qui parle avec ma puce RFID sous-cutanée si je suis diabétique, parce qu'elle a les informations du taux de sucre qui arrive et peut donner des conseils. Tout ça est hyper connecté et risque d'aller à mon assurance, par exemple, ma voiture a pu démarrer parce que j'aurais fait quelque chose qu'il ne fallait pas, etc. Donc ce monde hyper connecté qui ressemble un peu à du Black Mirror est quand même en train d'émerger en Chine.
où il y a donc un calcul de notes de comportement dans la société et sur les réseaux. Et cette note de comportement laisse la possibilité aux gens ou pas d'avoir certains acquis sociaux. Et même, je crois qu'ils ne peuvent plus prendre l'avion s'ils ont une cote en dessous. Enfin, il y a des tas de choses qui sont peut-être pas bien comprises dans nos sociétés, mais en tout cas qui sont très vraies. Alors, toute cette arrivée d'informatique, de jeux, de trouvailles, de faire des machines qui sont capables de conduire toutes seules, la conduite, l'autonomie des voitures, moi je pense toujours aux personnes âgées qui ne peuvent plus aller, qui sont dépendantes des autres, c'est génial quand même. On voit moins bien et on peut aller dans une voiture qui nous emmène là où on voudrait aller. Je trouve que c'est un gain dans la société évident. Il y a beaucoup d'aspects, évidemment, en médecine et pour l'autonomie et le bien-être qui vont être évidentes. Mais il y a aussi beaucoup d'applications qui sont légèrement gênantes. Alors Facebook nous propose des faux amis maintenant. Donc vous pensez parler à des amis, mais vous ne savez pas si c'est des amis en chair et en os ou des amis numériques. Allez savoir. Le GPS est aussi un ennemi pour certains. On a vu, alors c'est pas à vous non plus, je vais dire ça, les chauffeurs de taxi qui ont une zone de mémoire dans l'hippocampe qui est plus réduite lorsqu'ils ont utilisé ces GPS, si on les compare à des gens qui n'ont jamais utilisé ces technos. Donc ça veut dire qu'on a des modifications physiologiques aussi qui vont arriver par l'impact à long terme de ces technologies. Donc quid. Ensuite, voilà, on crée des artefacts, là, Google Home, que vous avez peut-être acheté. Qui est-ce qui a des Google Home? Ah, moi aussi. Pour les tester. Bon, est-ce que vous l'éteignez? Ah, voilà. Bon, ben alors ils vous enregistrent en continu, n'est-ce pas? Bon, donc il faut plutôt les éteindre. Sinon, ils enregistrent tout le temps. Ah, mais c'est une vérité, hein. Après, on nous dit que non, ils ne nous enregistrent pas vraiment. Bon, il y a toutes ces choses, mais faites l'expérience. Moi, il s'est déclenché à cause de la télé. J'étais, moi, à la télé, je parlais de Google, je fais OK Google, ça s'est déclenché chez moi. Il y avait mes enfants devant qui regardaient et disent, bah, bizarre, ça vient de se déclencher. Non, mais il faut faire attention, ces machines vont nous écouter partout, elles commencent partout. Alors, on est écouté et regardé, on a par la vidéo, par l'audio, ça va être de pire en pire. Donc, attention à ces différents systèmes. Ensuite, Spoon, c'est quelqu'un avec qui je travaille, qui travaille sur l'aspect émotionnel animal. C'est aussi quelque chose dont on n'est pas très conscient. Mais on va avoir des machines qui vont nous parler et nous faire des rires et des sourires qui vont impacter notre comportement sur le bas niveau. Et je vais vous montrer pour ça une vidéo qui, j'espère, va vous étonner. Alors déjà, bon, l'IA créative, donc on a vu, j'arrête sur les émotions pour en parler après. L'IA créative, on l'a vu pour gagner au jeu de Go, il a quand même inventé quelque chose que les humains n'avaient pas fait. Ce qui était intéressant, Fenouil m'avait dit, quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai appris quelque chose, maintenant je joue mieux. C'est ça qui vient. C'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces machines aussi pour trouver encore plus de créativité ou répondre mieux à un problème qu'on ne voyait pas parce qu'on n'était pas capable juste d'avoir toute cette base de données. Donc pour détecter ça, pour imiter des artistes, des peintres, des musiciens, allez voir l'exposition robots et artistes là, qui est plutôt intéressante pour ça et qui reste sur ces bornes en fait. La machine peut être meilleure que l'homme pour plein de sujets, mais pas pour décider de beaucoup de choses. La créativité, la conscience et les émotions, c'est ce qu'on souvent on va mettre en avant pour distinguer l'humain. Maintenant, voilà, les machines, elles sont capables de créer du Picasso, mais sauf qu'elles ne savent pas du tout qu'elles créent du Picasso. Elles sont capables de créer des choses sans du tout se rendre compte de l'intérêt ou pas de ce qu'elles ont fait. Alors on me dirait, on peut créer des machines qui vont trouver l'intérêt de ce qu'elles vont faire. Oui, alors de machine en machine, on peut trouver tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? S'enfermer dans quelque chose de prédictible qui résonne à partir du passé ou aller au-delà? Pour l'instant, la créativité de la machine va être également du hasard. Le fait d'aller chercher aléatoirement des informations. Bon, qu'un algorithme puisse aider le créatif, c'est clair. C'est une créativité laborieuse qui est importante et qu'il faut prendre en compte. Mais il y a des tas de choses, juger du résultat, savoir quelles contraintes il faut donner pour obtenir quelque chose d'intéressant. La machine ne le sait pas. Elle le fera par hasard auprès d'un grand nombre de labeurs. Alors, on peut aussi mélanger et combiner des savoir-faire. Je prends du verbe, je sais pas, je mélange deux styles, puisque je suis capable d'apprendre le style d'un artiste. Je vais mélanger deux styles et puis je vais créer quelque chose. Certes, c'est nouveau. Est-ce que c'est ça la création, le fait de faire des choses nouvelles? Non, c'est de faire des choses qui nous questionnent émotionnellement déjà. Et voilà, émotionnellement et peut-être socialement. Donc, il faut se poser ces questions.
Alors, quelle relation on aura avec ces machines? Donc, nous, on est de plus en plus vers des robots. Il y a le marché des robots sexuels, une autre partie. On peut l'avoir, le robot sexuel sous lit aussi. Hein. On peut imaginer d'être environné que d'artefacts, en fait. Hein. Et du coup, c'est quand même questionnant. Dans les comités d'éthique où j'étais, on a toujours dit qu'il faut faire attention à bien séparer ce qui est une vie réelle avec des gens et le virtuel. Hein. On va dans la médecine trouver des cas où on mélange les deux pour réadapter quelqu'un ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est gratuit, là. Je ne vois pas l'intérêt. On va encore plus loin. À partir d'une minute de parole, on est capable de reprendre le timbre de la voix de quelqu'un. C'est-à-dire de le simuler, sa voix. D'accord ? Donc on peut faire parler les morts, on peut même les représenter. Okay ? Il y a des civilisations où on a le crâne de son ancêtre au côté de son lit. Okay ? Bon, pas de jugement là-dessus, juste essayons de réfléchir un peu à ce qu'on est en train de faire avec ces systèmes. Ça, c'est une publicité, mais il y en a déjà qui sont vendus donc, au Japon, de ces systèmes-là. Il y a aussi des hommes au Japon qui divorcent de leurs femmes et se mettent avec des robots sexuels. Donc, attention à toutes ces dérives, et puis surtout à autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu, elle est sans arrêt en train d'envoyer des messages. Alors, l'attention va être quelque chose qui va être pris d'assaut par tous ces trucs marketing ou pour notre bien-être, là, et il va falloir gérer ça, sinon ça devient insupportable. On n'aura plus que des relations avec ces machines. D'autre part, la machine ne comprend pas tout. Si vous avez bien compris mon discours au début, on n'en est pas encore à une machine très avancée. Donc c'est nous qui allons nous adapter aux machines. Donc je ne fais pas une conférence anti-techno, je dis juste que connaissant bien la technologie et me rendant compte des effets produits par ces machines auprès des humains, j'ai l'impression qu'il faut qu'on mette des garde-fous, clairement. C'est tout à fait naturel. Ça a été théorisé, The Media Equation par Reeves et Nass, c'est un livre dans les années 92, je crois, et je travaillais déjà sur des machines qu'on faisait parler. Déjà, il disait qu'il est possible d'éprouver des émotions en face de n'importe quel objet. L'humain projette des relations affectives avec des robots démineurs. Vous avez entendu ça? C'est des robots zut qui sauvent leur vie quelque part. Ils sautent sur des mines, mais ils ont une certaine affection pour eux, ils leur donnent des manuels de guerre, ils les enterrent. Enfin, ça va assez loin dans les rituels. Hein. Ensuite, même les aspirateurs. Les aspirateurs censés être là juste pour faire la poussière. Moi, j'ai eu des courriers, puisque j'ai écrit un livre large audience, des courriers un peu stupéfiants où les gens me disaient mon robot aspirateur passe devant mon salon, il s'arrête, que pense-t-il? Je ne pense rien du tout. Ensuite, ils se ramènent des objets comme ça, cassés, et ils disent surtout je veux le même, réparez-le. Et ils ont un nom, ils connaissent la maison, donc ils se connaissent une partie d'eux-mêmes. C'est comme, on ne va pas aller si loin, mais l'espèce de compteur électrique là, que tous les gens ont refusé, parce qu'ils collectaient leurs données, alors qu'il ne faisait pas grand-chose, ce compteur. Donc il faut vraiment éduquer dans la société pour arriver à démystifier ce qui est vraiment problématique, ce qui ne l'est pas. Donc ces robots, ils sont utilisés en médecine ou en tout cas de façon assez intéressante. Moi, j'ai vu Paro utilisé à l'hôpital Broca. J'ai travaillé avec Anne-Sophie Rigaud, qui est gérontologue, pour faire des tests avec des patients tout à fait disposés à tester ces machines dans un living lab qui s'appelle l'usage, et pour lequel voilà, on fait des goûters avec ces objets, on les présente, on les fait tester par les gens, on leur demande ce qu'ils en pensent, et on essaie de comprendre en fait l'acceptation, les limites, et puis en même temps, ils nous donnent leurs données, leurs voix, pour améliorer des systèmes qui arrivent mieux à répondre aux besoins. Pepper, c'est pas Pepper là-haut, Pepper c'est un plus grand robot, c'est Nao avec l'enfant. Avec l'enfant autisme, il y a eu des choses très bien qui ont été faites par le CHU de Nantes, où ils ont testé le robot non pas comme un partenaire, mais comme un médium. C'est-à-dire que l'enfant apprenait à utiliser Chorégraphe, qui permet d'enchaîner des boîtes dans l'informatique pour dire dis ça et par exemple lève le bras. Et grâce à cet outil, il parlait indirectement aux gens, mais il parlait. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que comment en fait, tout le jeu est aussi d'évaluer. Et c'est ça qui est très difficile dans ces domaines, c'est de bien évaluer. Pour Paro, par exemple, ils ont pu faire des évaluations auprès de personnes Alzheimer et d'autres pathologies, des bienfaits, parce que les gens sont moins anxieux. Moins anxieux, ils prennent moins de médicaments. Donc c'est un bienfait, même si ce n'est pas directement pour soigner l'Alzheimer. Okay. Ensuite, pour les enfants autistes, ils ont vu aussi qu'avec des séances d'entraînement comme celle-là, eh bien, il y avait des bénéfices réels de l'enfant qui parlait plus aux autres. Donc
donc après je ne sais pas combien de séances, et quand j'en ai parlé avec des Américains qui font le même genre d'expérience, ils voyaient la même chose. Dans les EHPAD, on n'a pas encore beaucoup de robots. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches où j'ai testé dans les EHPAD. Je vais vous montrer quelques trucs. Bon, la théorie sur les émotions, moi, je travaille plutôt sur les théories de Klaus Scherer, qui est professeur en psychologie à l'Université de Genève, qui est quelqu'un de maintenant plus âgé, mais qui continue à être présent dans la communauté. J'ai eu la chance de travailler sur un réseau d'excellence européen où j'étais avec des gens qui faisaient de la robotique et de la modélisation, mais également des psychiatres, des psychologues, des neuroscientifiques. Et du coup, j'ai une culture plutôt pluridisciplinaire. Comme ça, l'idée là, c'est pas de faire c'est de regarder en fait comment on peut manipuler et comment c'est facile de manipuler. Et c'est ça qui m'a fait sortir de mon labo pour écrire un livre grand public pour dire attention à ce qu'on est en train de faire avec ces machines. La technologie, on fait croire qu'elle est à un état qui n'est pas l'état réel de l'état de l'art, parce que les gens veulent vendre leur système. Et puis, je pense que derrière, il y a cette surcapacité qu'on donne aux machines et qu'il est urgent de remettre au bon niveau. Donc on voit aussi ces robots qui vont ressembler aux humains, les géminoïdes, qu'on refait à l'image d'un humain, avec des idées aussi d'avoir des robots qui sont capables de ressentir 2-3 trucs. On met des capteurs partout avec la possibilité que le robot sente vraiment avec une peau chaude aussi, en silicone, etc. Enfin, il y a beaucoup de recherches qui me laissent à penser. Et puis je sais, il y a même une maison close qui est ouverte à Paris, qui a peut-être déjà été fermée d'ailleurs, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça pointe le bout de son nez tout ça. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut faire vraiment. Et puis l'image de la femme là-dedans n'est pas géniale, parce que 80% des gens qui font de l'informatique sont des hommes. 80% des gens que vous entendez sont des hommes, qui décident sont des hommes sur ces sujets de modélisation informatique du comportement social. Or, on est, je crois, à la moitié à pouvoir prétendre décider aussi sur ces sujets. Et je trouve que c'est dramatique. L'image de la femme à travers ces machines, c'est encore l'assistante, l'objet sexuel, l'objet de micro-clochettes, là. Et donc, j'aimerais bien, moi, quand je demande aux entrepreneurs, pourquoi c'est encore Alexa, c'est encore Clara, vous ne pourriez pas faire Kirk? Et alors, des Suédois m'ont répondu non, quand c'est Kirk, les gens trouvent qu'il est trop agressif. Non, mais je pense que tout ça, c'est des stéréotypes. Il faut amener les gens à comprendre autrement et aller plus loin. J'ai plus beaucoup c'est bientôt terminé. La peur des robots, je la mettais en avant dans mon livre. Le piratage, la prise de contrôle, c'est extrêmement important. Tout ce qui est cybersécurité, la surveillance en continu par ces machines, méfiance aussi de ce qu'on va faire. Et c'est très bien qu'on ait cette loi sur la protection des données en Europe. Il faut vraiment pousser vers ça. En cela, le rapport de Cédric Villani était vraiment fabuleux. Il y avait une vraie avancée. Et derrière, j'entends plein de gens qui disent bon, on va faire du business ou de l'éthique. Mais non, c'est pas ça. Il faut qu'on trouve comment associer les deux. Et puis on ne fera pas soit blanc, soit noir. Ce sera forcément un truc gris au milieu. Ce ne sont que des compromis. C'est-à-dire essayer de trouver la meilleure façon de l'utiliser pour le bien-être des gens, pour faire effectivement quelque chose qui soit économiquement important et pour peut-être faire attention à l'écologie aussi. C'est un multifacteur qu'il faut trouver. Et ça, c'est des choses nouvelles. Et de plus en plus émergent dans cette société, en tout cas, des gens qui ont envie de faire de l'IA pour tous, de l'IA solidaire, de l'IA pour tous les pays. La culture ne doit pas être oubliée. Ce n'est pas parce qu'on va avoir des robots demain faits en Corée qu'on doit devenir coréens. Ils ont d'autres façons d'interagir, d'autres façons de réagir aux émotions. J'espère que ce n'est pas ça qu'il y aura à l'intérieur des robots qui vont arriver. Donc il faut faire très attention à tous ces facteurs. Déshumanisation, isolement, dépendance, je vous l'ai montré à travers cette espèce de fée clochette. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre. Donc qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est utile dans certains cas, ça doit être surveillé. Moi j'ai dit qu'il faut monitorer tous ces systèmes. Il faudrait comprendre l'apprentissage en continu, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous de Tai de Microsoft. Vous avez vu ce truc-là dans les médias? C'était un agent conversationnel développé par Microsoft qui était capable de discuter avec les gens et d'apprendre des gens un certain nombre de nouveaux mots, de nouvelles connaissances. Bon. Et il se trouve qu'il a été hacké par des gens, enfin hacké, même pas, des gens mal intentionnés ont discuté avec cet agent conversationnel pour tenir des propos racistes, nazis, etc. Et la machine a appris ce genre de termes et ne parlait plus que de ça. Pourquoi? Parce que c'est un système dit apprentissage par renforcement, et une des règles qu'on met dans ce genre de système, c'est l'engagement. Plus la personne va parler de quelque chose, plus la machine va comprendre que c'est important ce sujet. Voilà. Donc le biais est là. Donc, on a des preuves à travers plusieurs exemples de choses qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on voit émerger en ce moment.
Ça me paraît extrêmement intéressant de les expliquer bien partout pour qu'on évite de faire les mêmes erreurs et qu'on comprenne qu'il faut mettre des garde-fous. Le clivage dans la société, c'est extrêmement important. On dit on va remplacer les humains, mais la modernité tout le temps avance, on outille de plus en plus. Est-ce qu'on devrait le faire ou pas? Je crois que c'est plus la question à se poser. On est embarqué dans un système. Maintenant, ce qu'on peut vraiment faire, c'est porter une voix différente en disant qu'on veut faire les choses pour les humains, par les humains, et éduquer la majorité des gens et porter ce qu'il y a de créatif chez l'humain le plus fort possible. La différenciation la plus forte possible, mais la compréhension aussi la plus forte possible de ces machines. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre à apprendre à tout âge. C'est pas facile à entendre. Il y a des gens qui disent « Oh là là, moi je veux pas qu'on me change mon travail, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?» C'est là où il faut être un peu agile et trouver comment on pourrait entraîner ces gens-là à faire autre chose. Et à mon avis, le revenu universel, c'est sûrement intéressant de l'avoir pour éduquer ou pour apporter d'autres possibilités dans certains métiers aux différentes personnes qui vont se retrouver sur le carreau à cause du remplacement des hommes par des robots. Les conducteurs de camions aux États-Unis, on en parle beaucoup, etc. Il faut voir. Après, on n'est pas obligé non plus de foncer au remplacement immédiat. On peut aussi essayer de comprendre. Et il me semble que ce que j'entends par mes collègues qui sont un petit peu forts dans leur opinion, on entend dire qu'en Europe, on réfléchit beaucoup. Et l'éthique va faire qu'on sera toujours les derniers. Donc il y aura les Américains qui auront des idées et les Chinois qui vont foncer. Bon, mais moi je trouve que la façon dont foncent les Chinois pour l'instant n'est pas forcément géniale. Ils partaient de très loin, il y a beaucoup de retard à récupérer aussi pour eux, pour qu'ils soient dans une qualité de vie qui est la nôtre. On a des qualités de vie très très différentes. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie? Voilà. On a besoin vraiment de travailler sur ces mesures et d'amplifier ce phénomène qui est qu'il y a quelque chose d'essentiel. Pour l'instant, pour arriver à des hauts postes, pour avoir des connaissances, il fallait faire Stanford, Polytechnique, Normal, les meilleures facs de médecine, Sorbonne, etc. Grâce à l'IA et grâce à ces outils qui sont en open source partout, avec conscience, il faut éduquer tout le monde pour que surgisse aussi un contre-pouvoir à ces GAFA. Et ça, on doit être extrêmement nombreux sur la planète à travailler sur ces systèmes, à mieux les comprendre et à mieux anticiper demain. Et donc l'IA pour tous, l'IA for Humanity, comme avait proposé le gouvernement, c'est vraiment pas idiot. Et demain, moi je vais à Berlin aussi pour parler à des Allemands sur les projets qu'on monte entre France et Allemagne. J'étais au Japon pour parler aussi d'éthique. Je suis dans I3E, que je vais vous montrer après. Je crois que je vais finir là, parce que je vais en avoir assez. On va aller prendre un petit verre. Hop là. Donc les dilemmes éthiques, je pense que vous savez ce que c'est. Les risques à anticiper, disparités sociales, c'est ce que je suis en train de dire, reproduction des biais de la société, manque de mérite au travail, proliférisation des savoirs et des savoir-faire. Il faut garder nos savoir-faire. Si tout ça tombe en panne, il faut qu'on continue à être agile dans ce qu'on sait faire. Le désengagement, la standardisation, la déresponsabilisation, il faut vraiment apprendre à nos enfants et apprendre à tous à être agiles vis-à-vis de ces machines tout en restant conscients de leurs faiblesses et de leurs forces. Voilà, donc ça passe par l'éducation, la formation continue, peut-être des mesures de compétences différentes pour les RH, le mérite, la solidarité, ça devrait être la cohésion dans une société, par exemple. Donc, prenez n'importe quelle boîte. Est-ce que, à mon avis, c'est un facteur qui est lié au facteur économique, la cohésion. Si une boîte ne marche pas bien et les gens ne s'entendent pas et qu'il n'y a pas de solidarité au sein d'une boîte, les gens ne travaillent pas ensemble, ils sont moins productifs. Comment on la mesure? On ne le mesure pas, on mesure que les gains à un certain niveau. Donc il y a des enjeux éthiques. Et donc je travaille au sein de la CERNA, qui est une commission française qui dépend d'Alisten. Alisten, c'est le regroupement des chercheurs, CEA, INRIA, CNRS, grandes écoles, universités. Mais je travaille aussi au sein d'I3E, qui est cette grande société savante qui a commencé aux États-Unis, mais qui englobe 160 pays, 400 000 membres à l'heure actuelle, et qui a proposé une initiative sur l'éthique des machines autonomes, l'alignement de nos valeurs avec les machines, avec vraiment un engagement pluridisciplinaire, mais qui est encore assez petit. Il y a 4 leviers importants donc, dans cette initiative. Éduquer tout le monde, des politiques aux gens qui ne font pas de techno. Expliquer les règles éthiques, qu'est-ce que ça serait. Je pense qu'à partir des erreurs qu'on voit de ci, de là, on peut sortir vraiment des choses intéressantes. Je le fais avec des grandes entreprises en ce moment dans le hub Francia. Donc on les met autour d'une table en disant vous avez des valeurs dans la société, est-ce que vous avez des questionnements autour de l'éthique, et c'est eux qui élaborent, et on pousse pour que dans toute société maintenant il y ait quelques antennes sur l'éthique et sur finalement le devenir de ces machines et des humains qui sont dans la boîte demain. Tout ça va aller très vite, il n'y a pas une éthique maintenant, l'éthique c'est dynamique,
Les choses doivent s'adapter en fonction de ce qu'on arrive à utiliser dans la société. Mettre en œuvre des outils, il faut étudier. Moi, je pense aux médecins, aux radiologues qui seront devant des cas où il y a une machine qui va leur dire, voilà, je perçois ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour outiller pour que l'humain ne soit pas naïf devant cette décision, et qu'il y ait aussi d'autres outils, que ce ne soit pas une seule décision, mais plusieurs outils, peut-être en transversal ou sur d'autres domaines. Et comme on fait souvent en IA en ce moment, c'est tester aux frontières. C'est-à-dire envoyer des échantillons extrêmement étonnants pour la machine, pour voir comment elle fonctionne dans ces cas-là. Donc il y a plein de stratégies, des benchmarks qu'on met en œuvre, adversarial network, c'est-à-dire qu'un réseau va essayer de faire planter un autre réseau, donc on met en œuvre de plus en plus des technos comme ça, et voilà, outiller le citoyen et outiller dans chaque expertise correctement pour que les gens se sentent vraiment en capacité de pouvoir décider. Et enfin, il y aura un ensemble de réglementations juridiques si nécessaire. Et moi, je travaille sur des normes et des standards au sein d'I3E, je ne sais pas à quoi c'est utile, mais je travaille sur ce qu'on appelle le nudging. Ça vous dit quelque chose, nudging? C'est la manipulation douce. Il faut relire Thaler, prix Nobel d'économie en 2017, qui parle de nudging, qui a produit plein de papiers là-dessus. C'est très lié à affective computing, qui est mon domaine. Si on sait détecter les émotions des gens, on saura de plus en plus les manipuler. Le nudging, normalement, c'est pour vous manipuler pour le bien de la société, pour vous faire mieux consommer sainement, moins consommer d'électricité, etc. Et à voter, vous avez tout à fait raison. Et donc, on va aller vers du bad nudge amplifié. Donc je dis, il faut mettre des garde-fous. Moi, je viens d'avoir un projet qui a été pris avec des économistes. On a 2 thèses, une en computer science, une en économie. On va montrer que nudger, c'est facile avec ces machines, avec des robots sociaux, des engins qui parlent. Et puis, on va essayer de faire un agent évaluateur de quelque chose d'opaque pour essayer de comprendre est-ce qu'on est en capacité de trouver des dimensions sur lesquelles ces machines nous emmènent quelque part où on ne voudrait pas aller. Et c'est de la recherche. Et voilà, cet axe est extrêmement important. Et à la fin de mon livre, je disais, il faut une charte des robots sociaux. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose. J'avais prononcé des choses autour des données privées, du droit à l'oubli, du contrôle, de la loyauté, du consentement. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant, mais enfin, on n'est pas assommé là. C'est énorme. Moi, si vous voulez, dans ce long exposé, j'ai retenu un petit détail. Et je voudrais savoir si vous avez prononcé ça par erreur ou au contraire, c'est quelque chose qui, chez vous, a attiré votre attention. Vous avez dit à un moment, les chauffeurs de taxi ont une hypertrophie de l'hippocampe à force de ne plus chercher les rues comme dans les années 60-70 et donc leur cerveau s'est modifié. Pourquoi je voulais vous dire ça? Parce que je suis sûr de rien, parce que si je suis sûr, c'est complètement... mais j'ai une espèce de présomption, comme vous savez, les choses qui ont mobilisé une société ou le monde à certains moments. Et après, on s'est aperçu de la toxicité des choses, de toxicité qui sont absolument effrayantes. Alors je prends un exemple qui n'est pas comparable, mais pour se rendre compte de la toxicité du tabac, s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait fait cette fameuse étude de Framingham dans les années 70, jamais personne n'aurait cru ça. On a vu ensuite la toxicité, par exemple, en radiologie, des rayonnements. Mais ça a été très tardif, et ainsi de suite. Ceci n'a rien de comparable, mais quand vous avez dit ça, moi, ça, si vous voulez, ça fait écho sur... alors bien sûr, comme je passe beaucoup de temps à l'intérieur du corps de mon prochain, puisque mon métier m'amène dans les profondeurs de la aorte, du thorax et autres, je n'arrive pas à croire que tout ça, au bout du compte, n'est pas une toxicité. Parce que comment le cerveau peut... Alors, on me dit qu'il n'est jamais au repos, qu'il n'est jamais... Mais est-ce que vous, dans vos réflexions, vous ne vous dites pas, et je suis sûr que vous l'avez dit, peut-être étudier des IRM dynamiques, et je suis certain que tout ceci a dû vous... Mais prendre des enfants à 6 ans, 12 ans, 15 ans, peut-être 22 ans, parce qu'on n'a pas encore un recul, et de voir si tout ceci n'a pas des conséquences. Je l'ai dit à dessein, sachant bien que j'étais en face d'experts qui auraient plus d'exemples que moi sur ce sujet. Mais bien évidemment, on va changer la capacité de mémoriser des informations.
Quand j'entends Elon Musk dire on va mettre en plus des implants cérébraux et sur des technologies qui ne sont pas abouties, qu'on utilise pour Parkinson mais qui ne sont pas encore abouties, ça me fait très peur. Et j'ai l'impression qu'on ne mesure pas effectivement la modification en profondeur qu'on peut avoir avec ces outils. Donc il faut absolument s'en détacher et trouver les bonnes mesures à utiliser. On ne peut pas les jeter maintenant, on ne peut pas dire on fait marche arrière et ça va arriver en tsunami, on sera totalement dépendant des autres. Il faut comprendre la technologie, à mon avis, et l'utiliser avec ces garde-fous qu'on essaie de mettre, qui peuvent être aussi le respect du temps, reprendre ce que c'est que le temps, reprendre ce que c'est que l'oisiveté. Tous ces objets qui sont sans arrêt en train d'envoyer des attentions, ça va nous perturber, on ne va plus être en société. La société, elle a pu gravir ses échelons parce que les gens étaient ensemble aussi, capables d'échanger. Si on n'échange plus qu'à travers des machines qui décident plein de choses à notre place, on va aller vers une dégringolade. Donc je suis aussi pessimiste que vous, mais je ne pense pas qu'on puisse éviter l'usage de ces techniques. Il faut comprendre quel niveau on met comme barrière pour les utiliser mieux. Je crois, mais je ne suis, c'est pas du tout ma spécialité. Je crois que les pédiatres et tout ce qui est néonate ont mis un âge dont je ne me souviens plus, mais en disant que tout accès au smartphone, enfin, différentes technologies, est à éviter avant, compte tenu des probables ou possibles. Alors moi j'avais vu ça aussi. Alors l'âge exact, même Marvin Minsky en fait au départ, ou à la fin de sa carrière, fait une petite science-fiction et il appelle ça The Baby and the Robot. Et il va expliquer qu'effectivement les robots on les conçoit pour des enfants qui ont plus de 8 ans. Parce qu'avant, ils sont dangereux pour les enfants. Alors moi, j'avais surtout regardé dans la petite enfance, effectivement, il faut attendre jusqu'à 3 ans où la connaissance des émotions sociales. Mais c'est sûr que ça va perturber fortement. De toute façon, toute notre vie, on apprend. Hein, mais c'est vrai que ça consolide plus. Mais pour les tout petits enfants, il est très détestable d'imaginer mettre des robots nounous. Or, au Japon, ils sont en train de faire ça. Combien d'heures on va laisser un enfant avec une machine qui sera capable de dire « tu es formidable » ou envoyer des émotions? C'est sûr qu'on va modifier en profondeur les comportements. Donc je pense que c'est des choses urgentes dont on a parlé à la CERNA. On a fait 2 rapports, en fait. Un premier qui était sur l'éthique du chercheur en robotique, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez CERNA, C-E-R-N-A, à l'ISTEN, et vous avez les rapports en ligne. J'en ai fait un autre sur les biais des algorithmes avec un ensemble de collègues pour annoncer des préconisations. Une des préconisations qu'on avait, c'était ce fameux dire, par exemple, utilisons des machines émotionnelles lorsque les cas d'usage le nécessitent, et pas pour tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je suis sortie de mon labo. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des choses où on a l'impression qu'on est utile, et on voit ensuite que c'est utilisé pour du marketing, pour vendre n'importe quoi, et pour les assurances. Les assurances, c'est détestable. L'assurance, c'est une organisation de solidarité entre les citoyens. Or, si chacun est perçu comme une entité indépendante et qu'on ajuste en fait l'argent qu'il doit donner par rapport à ses risques propres de façon très précise, il n'y a plus cette solidarité. Donc, il y a un vrai risque à aller trop dédier les outils à chaque personne. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi? C'est l'enfermer dans un cadre qui est sûrement très très gênant. Donc tout ça, je n'ai pas de réponse à vous donner, plus qu'on est conscient de ça et ça commence à monter. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les philosophes deviennent extrêmement importants dans cette boucle. Ils ont aussi un impact politique fort. Et en théologie aussi. Moi, je travaille avec la chaire des Bernardins, où il y a beaucoup de chercheurs en théologie qui s'intéressent à ces sujets. Nous, on veut créer une société où si on est capable d'apprendre comment on fait, et c'est pas si compliqué que ça quand même d'apprendre comment utiliser, comment entraîner ces machines pour plein d'aspects différents, on peut créer des outils, nous, qui seront aussi intéressants que ceux développés par ces grosses boîtes. On est beaucoup sur la planète. Hein. Ils commencent à le faire en Chine, en Inde, dans tous les endroits où les gens avaient l'habitude de réparer. Vous savez, nous, on ne répare plus, on jette, on reprend un nouvel objet, etc. Mais il y a des tas de sociétés où on sait réparer. Et c'est eux qui vont aussi avoir à propulser cette idée de pouvoir reprendre. Il y a des tas de gens qui sont en train de travailler sur ces sujets en donnant l'idée que si on est une société apprenante, si on est capable de se mettre au niveau, on va être capable d'utiliser ces outils pour des nouveaux objets. Vous savez, par exemple, qu'il y a un téléphone français, alors je ne sais pas comment il s'appelle déjà, j'ai découvert ça. On ne sait rien. On ne sait que ce qui est la communication des GAFA, parce qu'elle obscurcit tout le
territoire de communication. Mais on ne sait pas qu'on a un équivalent de Google, on a des téléphones français, qu'en Asie, ils font des choses, en Chine, ils font des choses qui ne sont pas que de l'avertissement, en Japon aussi. Il faut vraiment être curieux. Là, en ce moment, il y a une mine de choses créatives qui sont en train de sortir un peu partout. Et j'ai l'impression que ça peut prendre une ampleur intéressante qui va contrebalancer cette idée. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que ce n'est pas si fort que ça, c'est qu'il suffit d'un gros pépin pour qu'on mette l'équilibre en grave défaut. Il suffit que la bourse, d'un seul coup, mette tout ça à zéro, et puis vous allez vous retrouver avec un démantèlement fort. Alors de là à dire qu'on pourrait presque le bousculer, il y a des gens qui pensent à ça aussi. Alors bon, il y a du contre-pouvoir à ça. Et moi, j'encourage tout le monde à aller chercher, regarder ces systèmes. Ce n'est pas si opaque que ça, et les regarder en profondeur. Et partout, il faut qu'on se forme. C'est la meilleure façon d'aller contre une suprématie. Oui, merci infiniment. Merci, c'est absolument passionnant. Et on vous offre un verre avec grand plaisir parce qu'on vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Comme ça, vous pourrez souffler. En plus, là où il fait moins chaud. Merci infiniment. Et donc, je vous rappelle, très bonnes vacances à tous. On se retrouve le 10 septembre pour accueillir le général Pierre de Villiers sur Gagner la guerre, installer la paix, vaste sujet.